Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui, je suis avec Laurent Vituro. Laurent, il est artiste, thérapeute et auteur. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup de rêves. Laurent, il m'a connu via Balthazar de la Gazette de la Bible de l'épisode précédent. Et voilà, je suis ravie de l'accueillir. Salut Laurent. Salut Angélique et merci pour ton accueil, merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être là. Ça me fait super plaisir aussi. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ce que j'ai fait? Alors, qu'est-ce que je pourrais te raconter? Voilà, je suis artiste, j'ai 50 ans, je suis thérapeute depuis une vingtaine d'années et j'ai beaucoup travaillé avec le rêve, que ce soit le rêve nocturne et beaucoup travaillé avec une technique qui s'appelle le rêve éveillé libre. Et du coup, ça fait 20 ans que j'accompagne, j'ai eu la chance d'accompagner des centaines de personnes. Et au travers de cet accompagnement, elles m'ont appris beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'elles m'ont appris des fonctionnements internes à l'humain, des fonctionnements de l'inconscient que j'aurais jamais pu imaginer. Et, et toutes ces pérégrinations m'ont amené à mettre en place plusieurs méthodes, dont une méthode que j'ai appelée la méthode réveil et qui aide les gens à intégrer les contenus de leur inconscient. Alors pourquoi j'ai utilisé cette méthode? Parce que j'avais envie de rendre le pouvoir aux gens. Parce que j'ai constaté que dans l'accompagnement thérapeutique, comme tu as peut-être pu le constater toi, il y a beaucoup de jeux de pouvoir, il y a beaucoup de les gens attendent un peu de l'extérieur, comme on attend peut-être avec un médecin. Il y a une espèce de vision pyramidale dans l'accompagnement thérapeutique. On attend, on donne notre pouvoir à quelqu'un. Et j'ai eu vraiment envie de remettre en place les choses de manière circulaire. On est ensemble et par la méthode réveil, je fais en sorte de rendre le pouvoir aux gens. C'est à eux d'accueillir leur contenu, c'est à eux d'accueillir leurs images et je trouve ça beaucoup plus respectueux de leur rythme profond. OK, génial. Et dans quel ordre on va faire ça? Peut-être que tu vas nous parler de comment c'est arrivé, puis après on repart sur, les explications de ce que c'est exactement, comment tu utilises le rêve et tout ça. Mais dis-moi d'abord comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui t'a amené à ça et qu'est-ce qui t'a rendu, en quelque sorte, chercheur du rêve? Alors, je pense qu'il y a 2 parties. Je crois qu'à un moment donné, on est en quête du rêve. On cherche des réponses. Il nous manque un truc. J'ai écouté la sur Curiologie ta version des choses et je crois que on est tous un peu pareil à un moment donné, on manque de sens et on se met en quête. Et puis je pense que si on se met en quête sincèrement, à un moment donné, c'est plus nous qui nous mettons en quête, c'est qu'il y a quelque chose qui vient nous chercher. Je vais m'expliquer. Euh, Moi, je me suis toujours intéressé depuis mon adolescence aux rêves. J'écrivais mes rêves chaque nuit dans des cahiers. J'ai dans mon grenier, j'ai des tas de cahiers. D'ailleurs, faut que je les débarrasse parce que ça commence à s'empiler. Euh, et ça me donnait des informations, des compréhensions, des choses même étranges des fois. Et puis à un moment donné, je suis rentré vraiment dans une crise dans ma vie vers l'âge d'une 20 et quelques années. J'ai eu vraiment une grosse crise existentielle. Et suite à cette crise, j'ai eu plein de coïncidences qui ont commencé à rentrer dans ma vie. J'étais vraiment perdu, quoi. J'avais presque envie d'en finir, quoi. Et là, j'ai eu plein de coïncidences qui sont arrivées et notamment avec le rêve éveillé. Genre, je vais te raconter brièvement pour pas que ce soit trop long. Donc, je tenais une boulangerie-pâtisserie à l'époque. J'étais maître artisan. Et puis à côté, je faisais des concerts, donc je dormais peu. Et dans cette crise sont arrivées des coïncidences autour du rêve. Je livrais donc mon pain
le matin dans une maison de retraite, et puis je m'arrêtais au marchand de journaux pour acheter les clopes du gars qui travaillait avec moi, et puis j'achetais toujours des magazines. Et là, ce matin-là, j'achète un magazine de bande dessinée, et sur la page arrière du magazine de bande dessinée, euh, je vois qu'il y a une exposition consacrée à un monsieur que je connaissais pas ou très peu, qui s'appelle Alexandre Jodorowsky. Certains d'entre vous doivent le connaître. Je le connaissais juste par une BD qui s'appelait La Caste des Métabarons, que j'avais adoré. Et puis je vois qu'en Belgique, il y a une expo qui lui est consacrée. Alors je me dis, oh bah je vais pas aller en Belgique, mais ça doit être sympa l'expo. Et puis le hasard fait que le lendemain, j'ai un copain qui me dit, ah bah tiens, j'aimerais aller en Hollande, est-ce que tu veux venir avec moi? On part ce week-end. Bah, je dis oui, mais moi, du coup, j'aimerais bien aller voir l'expo en Belgique. Et là, on a eu une journée extraordinaire, pleine de coïncidences. Enfin, tout était pile poil au bon moment. Et puis, on se retrouve à cette expo, finalement, après les embouteillages, etc., dédiée à Jodorowsky. Et là, c'est comme si toute l'expo me parlait, comme si tout résonnait. Et au travers de l'expo, il y a un mot qui résonne vraiment plus que les autres, c'est le mot rêve éveillé. Je découvre ce mot, moi qui m'intéresse au rêve, le mot rêve éveillé résonne, mais d'une manière très très forte. Et puis le gars qui avait monté l'expo, il me dit, mais ma foi, comment vous avez trouvé mon mon expo? Pardonnez-moi pour le mauvais accent belge, mais et je lui dis, bah c'est dans ce magazine. Et ben, il me dit, bah si vous me donnez le magazine, moi je vous donne l'intégralité des textes de l'expo. Alors je m'empresse d'aller chercher le magazine, je lui donne le magazine. Et puis, il me donne l'intégralité des textes de l'expo. Alors, ce que je savais pas, et c'est un ami à Jodo qui me l'a dit des années après, c'est que l'expo, elle a cramé. Style une semaine après, elle a brûlé, donc tous les textes n'existaient plus. J'étais un des rares à posséder les textes. Enfin bref, ce qui nous intéresse, c'est vraiment que quand je relis les textes, je retombe sur ce mot rêve éveillé qui résonne. Donc, bah, jusque-là, rien d'extraordinaire, sauf que 2 jours après, si tu veux, quand je travaillais à la boulangerie, euh, je faisais des décorations. Quand quelqu'un me demandait un gâteau d'anniversaire, je faisais en sorte de tiens, bah, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi ta passion, qu'est-ce que tu aimes, et je prenais le temps de lui faire sa déco sur mesure. Et donc je faisais le tout venant, et c'est souvent l'après-midi que je faisais ça. Et là, je m'en souviens bien parce que c'était une pièce montée en forme de tourne-disque, quelqu'un qui aimait la musique. Et puis j'allume la radio, je me mets à bosser après mon café, je me mets à bosser l'après-midi, et j'allume la radio, et le pâtissier qui travaillait avec moi écoutait toujours RTL, et là j'allume la radio. Et je sais pas pourquoi, c'est Europe 1, jamais on met Europe 1, et j'allume la radio, et au moment où j'allume le bouton, j'entends ça. Et oui, nous recevons Georges Rommel, l'inventeur du rêve éveillé libre, qui va nous parler de sa méthode. Et là, je suis bousculé, je me dis, tiens, encore une coïncidence avec le rêve éveillé. Et là, je suis bousculé par le discours de Rommel, qui expose sa méthode. Euh, et ça fait complètement écho avec mon mal-être de l'époque, et je me dis, bah, c'est la réponse. Je commence à chercher son bouquin, je lis son livre, je bois les trucs. Je trouve ça me parle parce que je me sentais pas capable d'aller voir. Je savais que j'avais besoin d'aller voir quelqu'un, mais pareil, je n'aurais pas pu. C'était tellement profond que je savais au fond de moi que personne n'avait les réponses, que c'était à moi de les trouver. Personne. J'aurais pu aller voir des psys, etc. Mais ce serait resté intellectuel pour moi, et j'avais pas envie de ça. Et là, il y avait quelque chose qui venait à moi et qui me disait, ben, tu vas pouvoir travailler toi-même, faire ton job. Et je savais pas que ça pouvait exister. Donc, je trouve une thérapeute, et je m'en souviens, c'est cette première séance, et j'ai l'impression que c'est Morpheus qui parle à Neo dans Matrix, qui lui dit, bah, choisis la pilule. Elle me dit, vous savez, ça peut changer des choses. Et puis, bah, j'étais tellement mal que, allez, c'est parti, on y va. En fait, là où une séance dure en général une quarantaine de minutes, elle a duré 1 heure et demie, et j'ai accueilli des contenus, des images, des émotions. J'ai pleuré, mon corps s'est mis à se tétaniser, et il s'est passé énormément de choses. Et en une séance, j'étais plus le même. J'ai eu un véritable, une forme d'éveil où je suis rentré chez moi. J'étais capable d'entendre mon ego, d'avoir du recul sur les choses, de réinterpréter certains textes, de comprendre le deuxième degré dans la poésie. J'ai retrouvé des capacités créatives, je me suis mis à écrire, ma musique a complètement explosé, je me suis souvenu que j'avais le choix. Et en me souvenant que j'avais le choix,
bah, j'ai décidé de quitter cette vie parce que moi, je voulais être artiste, je voulais pas forcément, ça ce serait une longue histoire, on pourra en reparler plus tard, mais je voulais finalement pas reprendre cette boulangerie, rester dans les pas de mon père et j'avais envie de trouver autre chose et le rêve éveillé me l'a amené. Et du coup, j'ai continué, j'ai vraiment vécu éveil sur éveil. Alors ça fait pas ça avec tout le monde apparemment, mais là, c'était très fort. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette chance. Et du coup, ben, tout ça pour répondre à ta question, heu, je crois qu'on se doit de partager ce qu'on nous a donné. Et c'est petit à petit, j'ai mis en place, donc je me suis formé à l'hypnose, je me suis formé au reiki, je me suis formé à différentes pratiques je ne pouvais pas garder pour moi ce qui m'avait été donné. Parce que je pense que ça appartient à tout le monde et je pense que, bah, les gens comme moi, on a juste oublié qu'on a tout ça en nous. Mmh. Ouais, je suis d'accord. Ça me fait penser, au à un livre du docteur, Wayne Dyer qui dit que la deuxième règle du succès et du bonheur intérieur, c'est de jouer sa musique personnelle. Exactement. Et ben c'est tout à fait le thème de ça. Et le rêve et je pense que beaucoup d'expériences, je pense à Balthazar ou ce que tu as pu vivre avec le psychédélique ou avec, certaines voies spirituelles, ben, je pense qu'elles nous amènent à retrouver notre créativité. Mmh. D'ailleurs, sur ce chemin, moi, il y a 2 choses qui me paraissent importantes, sur les outils que j'ai mis en place ou ce que j'ai eu envie de partager. Il y a 2 choses importantes qui sont, hem, l'amour et la créativité. Heu heu, la créativité d'abord parce que c'est, comme tu dis, jouer notre musique, être l'artiste de notre vie, se rappeler qu'on est l'artiste de notre vie, comment on crée notre légende, comment on crée ça, simplement peut-être en mettant dans le concret, dans la matière, dans le réel, ce qui vient de l'intérieur. Pour moi, ce serait peut-être ça la vraie définition de la créativité et ce qui nous sauve. La plupart du temps, on copie des idées, on copie euh, des valeurs d'un monde qui ne sont pas forcément les autres et peut-être que le rêve ou l'inconscient nous aide à nous rappeler qu'à l'intérieur de nous, on a quelque chose d'essentiel et qu'on se doit de manifester dans le réel et dans le concret. Mmh. Et puis l'amour, qui est pour moi la deuxième clé de tout ça, euh, c'est peut-être, si on le réinterprète, le ciment qui vient réunir les opposés. Le ciment qui vient nous faire sortir du jugement de ce qu'on croyait être, ce qui vient nous bouger le cul et nous sortir de nos certitudes pour nous ramener à accepter ce qui est et à faire danser nos ombres et nos lumières, danser tout ce qu'on ne connaissait pas, tout ce qu'on ne connaît pas de nous, voilà, vraiment le sortir du jugement et réunir nos parts d'ombre et de lumière et retrouver notre unité. Mmh. Voilà, je pense que c'est ça enfin, c'est une des, c'est deux choses qui me paraissent vraiment importantes sur ce chemin. Ouais, et le début de ton chemin, c'est que tu as écouté, les synchronicités, les coïncidences comme tu les appelles. Moi, c'est les synchronicités parce que c'est Ouais, le petit plus magique, qui rend les coïncidences qui, pour moi, n'existent pas, tu vois? C'est des vrais messages de l'univers qui te sont arrivés et c'est génial que tu les aies suivis. C'est tellement important de s'écouter et oui, c'est et, souvent le et, début des éveils. bien sûr, mais qu'est-ce qui fait qu'on les écoute, qu'on les écoute? On est peut-être passé 100 fois devant, on les a pas écoutés, puis un jour, il y a quelque chose qui fait qu'on les écoute. Et moi, je crois que ce qui fait qu'on les écoute, et souvent les gens qui viennent me consulter, il y a un des trucs qui fait qu'on les écoute, c'est peut-être dur à dire, mais c'est la souffrance. Mmh. Euh, Soit on est déjà bien et on a cette faculté à les écouter parce que peut-être on a reçu ce qui nous aidait pour ça, mais souvent c'est la souffrance. Pour moi, c'était la souffrance. J'étais dans une souffrance tellement forte que que j'en pouvais plus, et donc il fallait que je suive qu'il y ait une lueur quelque part. Et j'ai constaté que, et ça peut aider peut-être les gens qui souffrent et qui galèrent et qui savent pas quoi trouver. C'est peut-être que une bonne nouvelle, c'est peut-être que la souffrance, c'est un messager et que et c'est peut-être un maître qui nous amène à lâcher ce qu'on croit pour aller vers l'imprévu de ce qu'on ne connaît pas. C'est toujours dans l'imprévu qu'on se trouve. C'est jamais dans ce qu'on connaît. Et un peu comme les marins qui suivaient leur étoile et qui partaient, mais euh, c'est des fois la souffrance, elle a un sens et on l'a oublié.
Et en se rappelant de ça, ça peut nous aider. Ça peut nous aider à garder l'espoir et la foi en quelque chose de bien plus grand. Mmh. C'est clair et on se rend compte que quand on commence à sortir de notre zone de confort aussi et ben c'est Ouais, là que la magie arrive. clairement, clairement. Une fois qu'on l'a fait une fois, après on n'a plus trop peur de le faire. Exactement et tu as tout à fait raison et d'ailleurs après, ben, c'est comme si justement il y avait une confiance en la vie qui s'instaurait, que même dans les moments les plus pénibles, ben, il y avait toujours une lueur. On savait que quelque part il y a pas de hasard et qu'il y a une origine, il y a une cause à ce qu'on est en train de vivre et comment justement dans cette voie héroïque on garde confiance en la vie. Depuis, moi j'ai une confiance même dans les moments les plus durs, j'ai une confiance totale en la vie. Mmh. C'est pas une ennemie comme on voudrait nous le faire croire. C'est notre meilleur allié, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord. Et du coup, donc là, tu as abandonné la boulangerie, et tu te lances. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Alors qu'est-ce que je fais? Bah, déjà, concrètement, il faut manger. Donc c'est bien beau tout ça, mais il faut quand même garder un pied dans le réel et dans le concret. Pour moi, de toute façon, les 2 vont de pair. Donc moi, je suis musicien, j'ai enregistré un disque, qui a plutôt bien marché. On a enregistré une démo avec mon groupe et mon rêve de gosse, c'était d'enregistrer un album. Donc je décide de monter un studio d'enregistrement. Excellent. Et puis ma femme se forme à la médecine chinoise, c'était son rêve. Du coup, j'avais l'impression de l'enfermer. Et là, elle retrouve sa liberté, donc elle réalise ce qu'elle a toujours eu envie de faire. Et moi, je réalise un rêve de gosse, c'est d'enregistrer l'album de mon groupe. Et puis d'enregistrer des groupes. Donc je m'achète un petit ordinateur, je monte un petit home studio chez moi et je vais commencer à enregistrer des groupes, mais dans le but de les aider à trouver leur son, à trouver leur identité. Parce que OK. souvent, les gens veulent le son de machin, le son de truc, et moi, ben, dans ma démarche, c'était plus valable, ça. C'était plus valable pour l'ancien monde. Et moi, j'avais envie de dire aux gens, mais trouvez votre son, je vais vous aider à dire ce que vous avez à dire. Et puis là, le hasard m'a amené à avoir un copain qui bossait dans le social et qui travaillait avec des adultes polyhandicapés et ils viennent visiter le studio. Et plutôt que moi j'ai pas grand chose, j'ai juste une carte son, enfin bref, c'est pas un gros studio pro, mais plutôt que de leur parler technique, je mets un micro au milieu de la pièce et je dis on va faire un morceau ensemble. Et là, il s'est passé un truc dingue, c'est que chaque personne, certains avaient très peu de capacité, ils étaient en fauteuil roulant, ils pouvaient pas s'exprimer. Et au final, chacun a pu exprimer, ne serait-ce qu'en tapant dans les mains, en soufflant, en chantant un rap, en mettant un coup de grosse caisse. Chacun a pu s'exprimer. Il y en avait un qui passait au centre, qui s'exprimait avec le micro, et les autres étaient autour. Et puis on a fait on les a fédérés, et ils ont fait un morceau tous ensemble. Et là, mon pote m'a dit, mais putain, mais dans la structure, il s'est passé un truc incroyable. Ils se sont retrouvés, ça a créé quelque chose. Tu devrais développer quelque chose autour de ça. Et du coup, bah, j'ai créé des ateliers d'expression que j'ai mis en place avec des enfants, avec des personnes en situation de handicap, que j'ai pu présenter à différentes structures. Et j'ai des résultats vachement intéressants autour de ça. Donc là, je commençais à attirer quelque chose sur le côté thérapeutique. Et puis en parallèle, je me suis formé au Reiki, et puis je faisais des soins à droite et à gauche à des amis, euh, et j'avais des résultats incroyables. J'avais des informations qui venaient, j'avais mes mains, elles allaient directement là où il y avait besoin, sans que je l'explique. Il y avait une intuition de par mon travail du rêve qui s'était développée, qui était déjà en place. Et puis là, il y a eu un autre truc, c'était j'ai été père, mon fils est né, et puis j'ai perdu ma grand-mère la même année, qui était vraiment la femme qui m'a élevé. C'était vraiment une deuxième mère pour moi. C'était un des plus gros deuils à faire pour moi. Et là, je décide pour pareil en période de crise, je décide de faire une partie du chemin de Saint-Jacques. Je pars faire le chemin de Saint-Jacques, donc ma femme est d'origine portugaise, donc on parle du Portugal, et moi je remonte à pied. Donc je fais juste 300 kilomètres, je pars juste une semaine pour me couper, me retrouver seul et faire mon deuil et en même temps accueillir cette nouvelle vie qui s'offre à moi. Et ça, c'est intéressant parce que ça va ouvrir la voie de la suite qui fait que je vais accompagner des gens sur une autre voie au-delà des ateliers d'expression. C'est que ma, ma,
Ma douce, elle est invitée par une thérapeute à faire des massages. C'était un séminaire de jeunes. Et puis elle est invitée à faire des massages. Puis la thérapeute me connaît. Elle dit, bah tiens, dis à Laurent s'il veut venir faire des soins, bah qu'il vienne. Il fait du Reiki, c'est très chouette. Puis moi je me dis, bah le petit Laurent, mais je vais jamais oser. Enfin, j'ai toujours fait dans mon entourage et qui je suis pour proposer des soins à quelqu'un. Et puis là, le hasard, encore une fois, fait que je me retrouve à venir, à oser venir, et je me retrouve devant une femme qui elle dit que j'ai changé sa vie, mais elle a changé ma vie aussi, parce qu'elle a fait le chemin de Saint-Jacques, et elle me dit, ah ben, t'as fait le chemin de Saint-Jacques, moi je veux faire un soin avec toi. Je lui fais, bon, bah ok. Il faut savoir que cette femme, elle se reconnaîtra si elle entend la vidéo, et je la remercie du fond du cœur. Elle souffrait d'ictus amnésique, elle tombait dans les pommes sans trop savoir pourquoi, et puis elle avait perdu le sommeil depuis 10 ans. Et je m'en souviendrai toute ma vie parce qu'il y avait un orage au moment où je l'accompagne, c'était surréaliste. Et puis on trouve l'origine de ces ictus amnésiques. En une séance, on trouve l'origine de ces insomnies. En une séance, elle avait été voir plein de magnétiseurs, plein de thérapeutes, plein de médecins. Et nous, en une séance, on règle le truc. Et du coup, cette femme me dit, mais tu peux pas garder ça pour toi, moi je vais t'envoyer du monde. Mmh. Et il faut absolument que tu donnes ça au monde. Alors moi j'étais un peu couillon, je me dis mais est-ce que j'ai le droit et du coup elle m'envoie 5 personnes. Eh beh! Et là je me vois partir sur Paris. Moi j'habite pas loin d'Orléans dans un tout petit village et avec ma table de massage sur l'épaule, prendre le train, la galère. Et là le téléphone sonne et une autre femme qui allait changer ma vie, qui est une amie qui est ostéopathe, me dit bah Laurent, je pars en vacances, mon cabinet est libre si tu veux, tu viens? Et je me souviens, j'ai raccroché, puis j'entends ma petite voix intérieure qui dit: «Tu vas laisser encore les chances de la vie, fuir comme ça?» Et du coup, bah, je la rappelle, je lui dis: «Bah, finalement, j'accepte». Une intuition me disait qu'il fallait que j'aille 2 jours sur Paris. Je savais pas trop pourquoi, mais une intuition me dit que je reste 2 jours. Effectivement, mon amie ostéo qui m'accueille, elle me dit: «Bah, j'ai un cas que j'aimerais te présenter». C'était un petit garçon qui avait des retards de croissance et puis sa maman, d'origine péruvienne. Et puis je lui dis: «Écoute, moi je suis pas trop à l'aise avec les bébés, je t'invite à travailler sur le bébé en crânien et puis moi je travaillerai avec la maman». Et au final, il y avait eu un deuil d'enfant difficile et puis, bah, on a fait une séance remarquable où c'était fou parce que le bébé pleurait toute la séance et au moment où la maman dit au revoir au bébé qu'elle a perdu avant, le bébé s'arrête instantanément de pleurer. Et du coup, je l'invite à parler à son bébé, je me recule avec mon ami, là on a tous les 2 des larmes qui coulent et on regarde cette mère qui parle en espagnol à son bébé, qui lui dit qu'elle est là maintenant pour lui. On est super émus et suite à cette séance, mon ami ostéo me dit: «Bah écoute Laurent, moi tu viens travailler, quand tu veux ici». Et elle aussi a commencé à m'envoyer du monde et j'allais une fois par mois, sur Paris. C'est comme ça que j'ai commencé. Et puis petit à petit, le bouche à oreille, les gens voilà et du coup, avec ma femme qui fait de la médecine traditionnelle chinoise et du massage chinois, et ben, on a commencé à monter une asso. On a commencé à partager ce que les gens, les fonctionnements, qu'on voyait dans les séances que les gens nous amenaient et voilà et de fil en aiguille, heu, voilà comment j'ai commencé. Et puis très vite, heu, bah, au début, tu sais, on a besoin de faire une espèce de coming out spirituel. On m'avait dit ce terme-là, j'osais pas. Mmh mh. Donc je me sentais un peu exclu, marginal dans mon coin parce que bah, j'avais pas forcément de grandes formations, pas forcément fait de grandes études par rapport à ça. Et petit à petit, plutôt que de m'enfermer dans un coin, dans quelque chose, je me suis dit, il faut que j'aille voir les gens. Il faut que j'aille où ils sont. Il faut partager ça. Je me suis inspiré aussi de Jodorowsky, tu sais, qui allait tirer les tarots dans les cafés. Il allait voir les gens dans les bistrots. Il allait voir et ça m'a toujours un peu gonflé cette espèce d'élitisme autour du soin, de la thérapie, de la spiritualité. Je pense que c'est quelque chose qui est accessible. Donc, ben, j'ai commencé à aller bosser, à faire du bénévolat dans une maison de retraite. J'ai bossé avec des adultes handicapés. Chaque année maintenant, depuis 10-12 ans maintenant, j'interviens au festival La Route du Rock à Saint-Malo. Au début, les gens me regardaient avec des grands yeux, puis
le fait qu'ils vivent des expériences assez fortes, le bouche-oreille se fait qu'on finit, on a plein de monde et je suis super content de ça parce que voilà, vraiment, pour moi, ça me tient à cœur de rendre tout ça accessible. Ça appartient à nous tous. Tout le monde a le droit à ça et on ne sait pas qu'on a tout ça en nous. Voilà un petit peu l'idée du job enfin, ce qui me tient à cœur de partager. C'est génial. Et du coup, ça consiste en quoi exactement? Alors, techniquement, le rêve éveillé, Si je te dis: «OK, Laurent, moi je dors pas très bien, qu'est-ce que tu peux faire pour moi?» ben moi, pas grand-chose, je vais juste t'accompagner, mais je pense que toi, tu peux faire quelque chose pour toi. Bonne réponse. Donc moi, ce que je vais proposer, donc la méthode réveil que j'ai mis en place, donc je me base sur le Reiki, sur le travail énergétique. Donc des fois, je l'utilise ou j'ai été formé à l'hypnose depuis et des fois, je l'utilise pas. Ça dépend. Mais la méthode réveil en telle quelle, je vais utiliser le travail énergétique. Donc, je vais placer mes mains, si tu me l'autorises, sur différentes zones. Et ça va amener un apaisement et ça va amener une écoute de ton corps. Tu vas peut-être ressentir certaines douleurs, certaines gênes, certains symptômes ou au contraire un grand bien-être. Ça, on peut pas le savoir à l'avance. Et puis moi, je vais t'inviter à accueillir par-delà les sensations de ton corps, très simplement, sans induction, sans rien, juste accueillir les images qui viennent. Juste ça, accueillir. Et accueillir sans aucune censure. C'est-à-dire, ça peut être des images lumineuses, ça peut être des images très sombres, ça peut être des images complètement qui te paraissent toi n'avoir aucun sens, mais c'est juste que ton inconscient, il va s'exprimer et il va exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer à l'instant T. Mmh. Et voilà, c'est tout. Et c'est aussi simple que ça. L'idée, si je devais résumer, c'est d'accueillir ce qui est, pas ce que je voudrais qu'il soit, pas ce que mon mental et mon ego voudraient qu'il soit. Et en accueillant ce qui est, et ben là, je peux permettre à des parts de moi que je ne connais pas de se manifester et d'éclairer justement des choses en lien avec ma problématique et bien souvent de trouver des réponses très, très claires et souvent étonnantes. Mmh. Et l'autre coup, on avait discuté et je t'avais dit que parfois, moi, en breathwork et tout ça, je suis un peu frustrée parce que je vois rien. Je vois du Ouais, noir et tu m'avais répondu: «Tu ne vois jamais rien». ben non, si on observe, on peut observer qu'on voit du noir. Et Mmh. souvent, les gens qui me disent: «Je vois rien», mais regardez, qu'est-ce que et ils voient du «Ah bah, je vois du noir», bah, c'est déjà ça. Et puis Mmh. si vraiment ils ne voient rien, bah, c'est peut-être simplement que c'est pas le moment et on ne force pas. Tu sais, c'est un petit peu, heu, je pense souvent à cette métaphore, je sais pas si tu as vu un des Batman, à un moment donné, il y a une scène où il y a, le Joker qui regarde Batman, il lui dit: «Tu sais Batman, sans moi, tu n'existerais pas». Mmh. Pour comprendre où je veux en venir, souvent les thérapeutes veulent des fois, voir qu'il y a une problématique et puis ils sont très fiers de pouvoir régler la problématique mais des fois, c'est pas le moment et ça nous appartient pas. Mmh. C'est du viol, c'est de l'abus. On doit respecter le cheminement de chacun et si la personne ne voit rien, bah, c'est qu'on va travailler dans le corps, on va travailler dans les sensations, c'est pas grave, on va travailler avec autre chose. L'idée, Mmh. c'est d'accueillir avec ce qui est et du coup, il y a pas d'attente, il y a pas d'objectif. C'est intéressant de se libérer des attentes et de se libérer des objectifs, ça amène une grande légèreté et on peut revivre encore une fois ce qui est, là, ici, maintenant. On est tellement tout le temps à côté, tellement tout le temps en recherche, on se perd dans les quêtes, on se perd et quand on est dans ce qui est, on peut accueillir, on peut vider notre coupe pour la laisser remplir par autre chose. On met du temps avant de comprendre ça, heu, avant de libérer l'autre de mes bonnes intentions. Et du coup, hem, pour que je comprenne bien, c'est quoi la différence entre le rêve éveillé et le rêve qu'on va faire la nuit? Tu travailles pas forcément sur les rêves qu'on va faire, la nuit, tout ça? Si, ils sont en lien, parce que les images symboliques sont en lien, sauf que dans le rêve éveillé, il y a toujours une part de lucidité qui est là. Donc heu, on est conscient qu'on est en train de rêver. On n'est pas complètement à côté. Alors que dans la nuit, si à moins d'avoir développé des techniques de rêve lucide, mais ça, ce serait tout un autre, un autre chapitre. Mais heu, dans le rêve nocturne, on a perdu cette capacité d'être lucide par rapport à ça. Donc dans le rêve éveillé, cette capacité de lucidité, pour moi, c'est un pont, parce qu'on met des mots sur ce qu'on voit. Et
Et ce pont, c'est le lien justement entre notre part mystérieuse, que dans mon livre j'appelle la femme de la nuit et l'homme du jour. C'est le trait d'union entre la partie inconsciente et la part consciente. D'accord. Donc c'est très important. L'idée, c'est de faire danser les deux. C'est pas qu'il y en ait un qui prenne le dessus, c'est que petit à petit, euh, comme les danseurs de tango argentin, notre part inconsciente puisse danser avec notre part consciente et qu'on se retrouve entier. Mon livre s'appelle Révolution, l'art du rêve, la voix de l'homme entier. Parce que dedans, je parle de cette femme de la nuit et cet homme du jour. C'est une métaphore pour parler de l'inconscient et du conscient. Mais pour moi, un homme entier, c'est quelqu'un qui est capable, ou une femme, je parle de l'humanité, de faire danser ses contraires, de faire danser le jour et la nuit, de faire danser l'inconscient et le conscient. Et c'est ça qui nous conduit à l'unité. Et c'est ça qui nous amène à retrouver notre entièreté, peut-être notre vraie part spirituelle manifestée dans le concret. D'accord. Et du coup, dans ton livre, peut-être que tu donnes un peu des techniques pour rêver plus ou... Oui, alors il y a dans le livre, il y a 4 ou 5 chapitres. Il y a un premier chapitre où je vais évoquer le j'essaye de questionner pourquoi dans notre civilisation, pourquoi dans nos sociétés, on a perdu le rêve. Qu'est-ce qui fait qu'on se soit coupé d'une part si importante de nous-mêmes? Donc j'émets des hypothèses et puis je raconte une histoire, c'est l'histoire d'un humain pour comprendre qu'il y a un lien entre l'individu et le collectif. Euh, Sans trop spoiler, si quelqu'un me parle de Moyen Âge, je vais le questionner sur son adolescence. Si quelqu'un me parle de préhistoire, je vais le questionner sur ce qui s'est passé avant sa naissance. Donc voilà, je fais le lien entre l'individu et le collectif et j'essaye de questionner pourquoi on a manqué de rêve dans la première partie. Dans la deuxième partie, voilà, là, ça va être exactement comme tu le dis, un guide pratique du rêve nocturne. Comment développer ses capacités de rêve nocturne. Ça s'appelle l'homme en quête du rêve, c'est ce que je disais. On est en quête de quelque chose. Donc, je vais donner tout un tas de techniques. C'est un guide pratique pour développer nos capacités à rêver. Génial. Et puis, la troisième partie, c'est le rêve en quête de l'homme. Et là, je parle de la méthode réveil. Comment fonctionne le rêve éveillé, la méthode réveil que j'ai mis en place, ses aspects analytiques, ses aspects initiatiques, comment justement ça peut nous ouvrir des portes. Voilà, on touche l'aspect analytique dans le sens où des fois en quelques séances on va aller plus loin qu'une analyse de 15 ans en psychanalyse juste avec quelques rêves. Wow. Et puis le côté initiatique, on oublie qu'est-ce que le côté initiatique. Donc j'explique tout ça. Et puis dans la dernière partie du livre, je fais une prospective en tentant de dire qu'est-ce que le rêve peut changer. Parce que je pense que si on veut changer le collectif, ça passe par l'individuel. La révolution, je tente d'expliquer qu'elle n'est pas forcément dans la rue au commencement, qu'elle commence à l'intérieur de nous. Et c'est difficile à entendre pour beaucoup de gens parce que on voit à quel point il y a beaucoup de difficultés dans le monde actuel, etc. Et on veut changer les choses, mais on oublie que ça passe à l'intérieur de nous. Parce que je pense que le collectif, justement, comme je l'explique dans le premier chapitre du livre, il passe il est constitué de toutes nos individualités. Et on a tous des ombres qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a suffisamment d'amour en nous pour être capable d'embrasser nos ombres? Et je pense que si on a cette capacité d'embrasser nos ombres, de les accueillir avec amour, on cessera de les projeter dans le collectif et dans l'extérieur. Et si on fait le job et qu'on partage peut-être dans des petites choses autour de nous, dans des associations, ce qu'on a glané dans notre travail, dans notre créativité, dans notre art, là, il y a une réelle révolution qui est possible. Elle est déjà en place. Regarde, je vois le travail de gens comme Balthazar ou toi, qui partageaient déjà tout ce que vous avez gagné. Regarde, au niveau de la culture du sol, il y a la permaculture, il y a de nouvelles manières de planter. Au niveau du soin, il y a de nouvelles manières de prendre soin de son corps, de nouvelles manières de s'alimenter. On est en train de tout réinventer. Et il y a peut-être de nouvelles manières de rêver et de nouvelles manières de réaliser notre vie. C'est de ça dont je parle dans la fin de Révolution, parce que je pense que le rêve
plus largement, de retrouver cette part profonde en nous qu'on a oubliée depuis si longtemps, elle est là la vraie révolution. Mmh. Tu penses que du coup, grâce aux rêves, on pourrait trouver aussi, sa musique intérieure, sa mission de vie et tout ça? Oui, heu, on la trouve déjà, parce que je pense que c'est encore une fois, c'est pas quelque chose qui se cherche, c'est c'est, hem, c'est quelque chose qui se vit, c'est un mystère qui se vit. Donc plutôt que de dire de me perdre à chercher ma musique intérieure, je vais simplement la vivre dans l'instant. Parce que déjà la chercher, c'est déjà la perdre. C'est un mystère qui se vit, pas qui s'explique. Mmh mh. Et 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 le rêve et accueillir les parts de nous qu'on ne connaît pas, nous permet de la vivre et de la manifester concrètement par des actes dans la vie de tous les jours, par les choix, des choses que je ne veux plus, des choses que je veux, heu heu, de nous dépouiller de tout ce qui n'est pas nous, de tout ce qui n'est pas utile. Et c'est ça peut-être que tu appelles ta musique intérieure, mais tu la vis déjà, elle Ah est oui? là. Et peut-être demain, en fonction d'un événement, bah là, je pense que je suis dans mes certitudes aujourd'hui, et puis peut-être qu'un événement m'amènera à trouver un autre chemin, mais je pense pas qu'il y ait de mauvais chemin, il y a juste, on est déjà en train de les vivre. Mmh. Et des fois, on s'y perd dans des idées, c'est là maintenant. Mmh. Bon, il y a quand même pas mal de personnes qui les cherchent, qui ont du mal à se trouver. C'est juste pour ça que je posais la question. Ouais, bien sûr, Mmh. mais ça fait partie justement du chemin. Au Mmh. départ, on cherche et puis on met un temps fou à comprendre peut-être que c'est pas nous le chasseur, on est peut-être juste la proie, et peut-être que nous, on doit se dépouiller, faire le vide et avoir l'humilité d'apprendre que finalement, on n'est plus un chasseur et qu'on est une proie, et de se laisser trouver par quelque chose de plus grand que nous. Mmh. Et c'est délicat de comprendre ça, c'est la vie qui t'amène à comprendre ça. Ouais, ça implique, un certain lâcher prise aussi. Ouais, et c'est pour ça que le rêve, il y a une phase qui est très importante, Georges Romet en parlait déjà, c'est cette phase qui s'appelle l'acceptation de l'imprévisible devenir. C'est lui qui l'appelait comme ça. Et que beaucoup de personnes que j'ai accompagnées dans le rêve, à un moment donné, il y a cette phase qui apparaît. Heu, on accepte d'aller vers l'imprévu. On accepte d'aller vers le mystère de ce qu'on est. Mmh. Avant, on fonctionne avec le mental, l'ego qui veut tout contrôler, et à un moment donné, il y a quelque chose qui s'inverse. C'est l'ego, il se met au service du cœur. Et on est dans une société où l'ego, il veut asservir le cœur, il veut tout contrôler, très masculin, tu sais, il y a les missiles, les antimissiles, on se bat contre ceci. À un moment donné, on a un merveilleux outil qui est l'intellect, et le rêve, le travail avec l'inconscient nous permet d'inverser les choses en nous permettant, OK, l'ego, c'est pas si pourri que ça au final, mais à condition que ça devienne un serviteur et qu'il se mette au service de ce truc plus grand qu'on a dans le cœur, de ce mystère, de cet inconscient. Je sais pas comment on peut l'appeler. Certains peuvent même l'appeler Dieu. Allez, osons les mots. Mmh. Waouh, génial. Et d'habitude, tu sais, je demande, des conseils pour, qu'est-ce que tu dirais aux personnes pour cheminer dans leur spiritualité? Mais tu as déjà répondu à ça à l'instant. Je leur dirais ça, et puis je leur dirais, peut-être, de pas se perdre, aussi, je leur dirais de pas se perdre dans la forme et de conserver le fond. De se fier davantage à ce qu'elles ont dans le cœur qu'aux apparences. De préférer leur petit chez elles à un grand chez les autres. Ça peut être aussi un piège que j'ai constaté, assez fréquemment. Heu Tu sais, il y a beaucoup d on se perd tous à un moment donné dans on se perd tous à un moment donné dans des idées extérieures. On lit des livres et au final, la réalité des livres, on va te parler de vie antérieure, de chakras, et cetera. Je pourrais en parler, j'aurais vraiment des choses intéressantes à dire là-dessus. Heu et on oublie simplement notre petit chez nous. Qu'est-ce que nous on a vécu? Qu'est-ce que nous on a à l'intérieur? Pour terminer, je me souviens d'un rêve éveillé que j'avais fait avec un Bouddha. Je voyais un Bouddha merveilleux dans ce rêve éveillé. Et je me suis dit, mon ego, ah, j'ai trouvé une forme d'éveil encore plus grand, j'ai trouvé un truc fabuleux. Et je laisse le rêve se faire, comme je te dis, sans censure. Et au final, qu'est-ce qui se passe dans le rêve? Je lui casse la gueule au Bouddha. Je, je lui casse la gueule. Et au final, ça a été super important dans la compréhension, et je remercie ce rêve parce que ça m'a ramené à l'essentiel. En cassant la gueule à ce Bouddha, je cassais la gueule
à toutes mes idées de spiritualité factice, à toutes mes idées de perfection excessive. Mmh. Ça me ramenait à être simplement ce que j'étais. D'ailleurs, il y a un adage dans le zen, hein, si tu vois le Bouddha, tue-le. Il y a quelque chose comme ça. J'ai Ah compris oui. cet adage. Cette idée, c'est de revenir de revenir à soi. Et voilà ce que je voulais dire. Peut-être, ce serait peut-être vaniteux de dire un conseil, mais sur mon chemin, tu sais, des fois, dans les livres, on cherche des tibétaineries excessives, des chamanisteries excessives. Euh, euh, il y a des choses vachement intéressantes dans tout ça, mais de ne jamais oublier notre petit chez nous, notre propre expérience. Il n'y en a pas deux comme nous. Il n'y en a pas deux comme toi. Et des fois, on oublie de voir la beauté dans le sourire d'un enfant, dans la simplicité d'une fleur, d'être présent dans juste ce qu'on est en train de manger, et de se souvenir de la gratitude de ça. Et on est tellement en mal, en souffrance, on est dans un monde où on a tellement été coupé de spiritualité qu'on la cherche excessivement et qu'on ne la voit plus dans ce qu'on est et dans notre humilité. Peut-être la spiritualité, c'est aussi d'accepter nos côtés. En tant qu'humain, on peut être complètement merdique et complètement merveilleux. Comment est-ce qu'on fait danser l'intégralité de tout ça? Et des fois, on se perd à vouloir chercher l'excessivement merveilleux. Et je pense qu'au contraire, voilà, le piège, pour éviter ce piège, c'est de retrouver encore une fois l'unité de tout ça, l'unité de ce qui est et ce qui va nous aider. Voilà, Mmh. je pense en tout cas. Mon chemin m'amène à penser ça aujourd'hui. Mmh. C'est un super beau message d'accepter tous ces côtés, même les mauvais et les bons. De toute façon, c'est toujours, tout et son contraire et qui forment l'unité. Ouais, je pense ça aussi, c'est génial. Mmh. Ouais, être ce qu'on est au final. Mmh. Euh, Accepter. euh, il y a une petite histoire que j'aime bien je crois que c'est Henri Gougaud qui raconte cette histoire et je l'aime beaucoup. Et peut-être on peut terminer là-dessus. Euh, c'est un manant qui se retrouve devant le palais d'un roi. Et tu sais, il y a les deux gardiens avec les hallebardes devant. Qui es-tu, toi, manant? Et puis le manant, il dit, bah, je voudrais parler au roi. Et puis les gardiens lui disent, mais es-tu un duc? Et puis avec son index monté vers le haut, le soi-disant manant, il dit, plus que ça. Es-tu un baron? Puis il met le doigt vers le haut, mais plus que ça. Et puis, es-tu un prince? Et puis il met toujours son doigt vers le haut. Es-tu un roi? Il plaisante, et il met le doigt vers le haut. Et puis il dit, mais es-tu un dieu? Et puis il met encore son doigt vers le haut. Et puis les gardiens, ils se moquent de lui en disant, mais pauvre manant, il n'y a rien au-dessus de Dieu. Et le manant les regarde en souriant en disant, je suis ce rien. Mmh. Et j'aime beaucoup cette histoire. Génial. Elle nous amène de chercher des grandes choses excessives. Est-ce qu'on a l'humilité, la sagesse d'être capable de devenir ce rien pour se laisser remplir par le mystère de la vie, pour se laisser remplir par cette autre chose et pas Mmh. se perdre dans tout ce qui brille trop. J'aime beaucoup cette histoire pour ça. Mmh. Parce que le rien, c'est le tout dans l'unité. Voilà, Mmh. c'est grâce au rien qu'on peut accueillir le tout Mmh. et on peut se retrouver. Mais ça demande d'apprendre à petit, plutôt que de chercher des super pouvoirs. Au début, on cherche des super pouvoirs, des choses étonnantes et en accueillant ce rien, on apprend autre chose. On apprend justement quelque chose qu'on ne peut pas connaître avant. Mmh. Merci pour ce beau message et pour ce beau podcast, Laurent. J'ai adoré l'enregistrer. Et ben écoute, c'était un plaisir, même si on est un peu à galérer à se lancer. Et bah, écoute, c'était vraiment un plaisir et je te remercie du fond du cœur pour ton accueil parce que bah, c'est précieux de pouvoir échanger sur tout ça et vraiment, je te remercie du fond du cœur pour tout ton travail, Angélique. Merci. Mmh. Merci à toi et merci à tous ceux qui ont écouté ce podcast. Laurent, on te retrouve où du coup? Sur Instagram? Sur, YouTube? Alors, je suis sur Instagram. Je vais commencer à faire une série de vidéos sur YouTube. Je me lance. Alors, j'ai mis deux trois trucs, je balbutie, mais je suis en train de préparer un truc un peu plus sérieux parce que j'aimerais partager des choses, rendre accessibles des choses qui sont dans mon livre. Super. Et puis on peut me retrouver sur mon site internet, www.laurentvituro
EAU à la fin, .fr. OK. Et puis Rappelle-nous je le titre de ton livre? alors mon livre s'appelle Rêve comme, le rêve, Rêvevolution, l'art du rêve, la voix de l'homme entier. Voilà, vous pouvez le trouver sur mon site et puis vous pouvez le trouver aussi sur, Amazon, Apple en version e-book. OK, super. Et ben, merci encore et puis, merci tout le monde et à très vite pour un nouvel épisode de Curiologie. Merci, au revoir. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager? Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. À très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.